Gérald Bronner. Oui, merci pour votre invitation et me donner l'occasion de parler d'un sujet qui me passionne, mais qui nous concerne tous. Puis d'ailleurs, je l'ai bien vu tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos échanges. Et là, il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont frappé et dont il m'a paru qu'elles constituaient une forme d'introduction idéale à mon talk. Donc vous voyez, je change un peu ce que j'avais prévu de dire. Là, tout à l'heure, notamment le dernier chiffre, la satisfaction qu'ont les commerçants, le sentiment de satisfaction et le sentiment d'insatisfaction à mettre en parallèle vis-à-vis que ressentent les consommateurs. Évidemment, on se dit, il y a une forme de schizophrénie, c'est le terme qui a été utilisé, ou en tout cas, il y a un malentendu, manifestement. Alors rassurez-vous, ce malentendu ne touche pas seulement le rapport commerçant-consommateur. Par exemple, il y a des études qui montrent que parce qu'on a aussi un peu parlé du couple avec Netflix, lorsque on demande à chaque membre du couple quelle est la part des tâches ménagères que vous prenez à charge pour vous. Et quand vous additionnez les deux, ça fait toujours plus de 100%. Voilà. Donc il y a un problème avec le cerveau peut-être, avec le traitement de l'information par le cerveau. Et c'est peut-être là le cœur du problème. Tout à l'heure aussi, il a été dit que, et je crois que c'est tout à fait vrai, que les commerçants, et en particulier les grandes surfaces par exemple, ont fait des efforts considérables pendant la pandémie. Voilà. Mais curieusement, ce n'est pas forcément ce que les consommateurs vont retenir. Ils vont retenir un certain nombre de choses qui les ont peut-être heurtés. Évidemment, chacun a le sentiment d'une forme d'ingratitude, en tout cas d'une forme d'injustice, qui est tout à fait légitime d'une certaine façon. La question, c'est pourquoi notre cerveau est atteint de ce qu'on appelle le biais de négativité. En fait, pourquoi est-ce qu'il focalise son attention sur les informations négatives plutôt que positives? Alors là encore, d'une certaine façon, vous avez été frappé de plein fouet par cette forme d'ingratitude, mais vous n'êtes pas les seuls. À titre d'introduction, je mentionnerai une mésaventure qui est arrivée à un média russe, mais c'est une coïncidence, n'y voyons aucun éclairage de la scène internationale, c'était il y a quelques années, en 2015 je crois, et qui a dit il y en a marre de ces médias qui annoncent que des mauvaises nouvelles. C'était un média d'information en ligne. Ils ont dit cette année, tel jour, nous allons annoncer que de bonnes nouvelles. Voilà. Ils avaient fixé le jour, etc. Et on va voir ce qu'on va voir. Et bien, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu 70% de lecteurs en moins ce jour-là sur leur site. Les bonnes informations, ça n'intéresse personne. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et du coup, je suis capable d'attirer votre attention grâce à cette mauvaise nouvelle sur les bonnes nouvelles. Bref, ce que je vais vous dire aujourd'hui est en fait au cœur, au croisement, je dirais plutôt, du fonctionnement ancestral de notre cerveau et de l'hypermodernité du marché de l'information. Et comme je n'ai pas eu besoin de m'en persuader, mais ça m'a beaucoup éclairé de vous entendre avant, évidemment que vous êtes frappés, nous sommes tous frappés de plein fouet par cette révolution véritable que nous sommes en train de vivre. Et c'est évident que les activités commerciales ne font pas exception aux effets primaires et secondaires de cette révolution. Alors, pour commencer, je vais commencer, vous savez, en plus ça tombe bien, vraiment l'actualité sert mon propos, parce qu'on a désigné, ou plutôt le président de la République a désigné hier la première ministre, et alors il y a le gouvernement, etc. Il y a une époque où au gouvernement, en France, il y avait des prix Nobel de physique. Ils étaient prix Nobel de physique et en même temps ministres. Alors, c'est par un de ces prix Nobel que je vais commencer. Je vais commencer par une citation justement de Jean Perrin. C'est une de ces personnalités extraordinaires. C'est un des fondateurs du CNRS, donc prix Nobel de physique. Et voilà ce qu'il disait dans la première partie du XXe siècle. Je vous le lis parce que c'est peut-être un peu écrit en petit. Rapidement, peut-être, c'était un espoir, presque une prophétie. Peut-être seulement dans quelques décades, si nous consentons aux légers sacrifices nécessaires, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Bon, ah oui, une prophétie extrêmement optimiste de la part de Jean Perrin. Et à regarder la situation actuelle, accordons-lui qu'une partie de cette prophétie s'est quand même réalisée, je vais vous expliquer pourquoi, mais peut-être pas l'autre. Ou en tout cas, ça dépend comment on peut interpréter cette citation. La première partie, c'est qu'il dit les hommes libérés par la science, alors pas seulement par la science, mais c'est vrai que, disons qu'une partie de l'histoire de l'humanité, on peut la raconter de bien des façons, pourrait être racontée aussi selon la variable libération de notre disponibilité mentale. Ou comme disait un des PDG de TF1, libération du temps de cerveau.
nous avons beaucoup plus de temps de cerveau disponible en effet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, si vous prenez une journée de 24 heures, vous en savez quelque chose. Il y a une part du temps de ces 24 heures qui est consacrée au travail, tout simplement. Mais pas seulement, il y a le temps biologique aussi. On dort, on se nourrit, on se lave, enfin j'espère, et etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Il y a toute une partie de temps qu'on consacre donc à aux nécessités biologiques, le temps domestique, etc. Eh bien, le temps qui reste, une fois qu'on a enlevé tout ça, c'est en quelque sorte le temps de cerveau disponible. Bon, par exemple, le temps de travail. C'est intéressant parce que le temps de travail constituait en France 40% de tout notre temps de vie éveillée. Et aujourd'hui, au début du 19e siècle, et aujourd'hui, ce temps de travail représente à peu près 11%. Donc on voit qu'en effet, comme le dit Jean Perrin, alors la science, si on veut, oui, l'augmentation de la productivité du travail, mais aussi il faut reconnaître le travail syndical, par exemple, pour obtenir une diminution de ce temps de travail, etc. Enfin bref, toute une série de forces historiques se sont joints pour libérer l'humanité d'une partie de ce temps de travail. Et donc, de fait, évidemment, générer de la disponibilité mentale. C'est vrai pour le temps domestique aussi. Grâce à l'externalisation d'un certain nombre de gestes physiques, laver la vaisselle, laver le linge, etc., et l'apparition tout simplement de robots qui font ça mieux que nous, en général, et plus vite en tout cas, et ça c'est vrai pour le travail aussi en général, eh bien, on aboutit à cette disponibilité mentale plus importante, et puis c'est pas fini. L'histoire est loin d'être terminée, puisque vous savez qu'en dehors des gestes physiques, il y a un certain nombre d'activités cognitives qui sont externalisées de plus en plus par l'apparition des intelligences artificielles. Bon, c'est un sujet à part, je ne vais pas le développer, mais cela montre que, je dirais, l'histoire n'est pas terminée de cette libération du temps de cerveau. J'ai pu approximer, alors maintenant on peut l'afficher, qu'entre le début du 19e siècle et aujourd'hui, dans un pays comme la France, nous avons environ 8 fois plus de temps de cerveau disponible. C'est considérable, c'est un trésor. C'est ce que j'appelle le trésor le plus précieux de l'humanité. Ça vaut plus que de l'or, du pétrole ou même que de l'huile de tournesol en ce moment. Parce qu'à partir de ce trésor de l'humanité, évidemment, c'est là qu'on va puiser, alors par sérendipité ou pas, qu'on va faire des inventions, qu'on va pouvoir produire de grandes œuvres littéraires, musicales, trouver une solution contre la Covid-19, un vaccin, etc., etc. Bon, il y a le meilleur et le pire aussi dans ce temps de cerveau disponible. La vérité, la question fondamentale, c'est pour en faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire de ce temps de cerveau disponible? En fait, en réalité, qu'est-ce que nous en faisons déjà? Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même, ce développement de la disponibilité mentale. Et cette bonne nouvelle, elle est à mettre en regard d'une autre bonne nouvelle. Alors ça va être paradoxal parce que je vous annonce deux bonnes nouvelles, mais la rencontre de ces deux bonnes nouvelles provoque une situation, disons, un peu inquiétante. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est que pour occuper ce temps de cerveau, comment est-ce qu'on peut occuper de ce temps de cerveau? En le nourrissant d'informations ou de distraction, peu importe, mais la distraction, c'est une forme d'information. Donc il faut le nourrir d'informations, et ça tombe bien, parce que de façon corrélée à cette disponibilité mentale, on observe une disponibilité de l'information dans des quantités que l'humanité n'a absolument jamais connues depuis le néolithique. Nous vivons vraiment un moment tout à fait historique, avec une augmentation géométrique de la disponibilité mentale et une augmentation non moins géométrique de la disponibilité de l'information. Cette disponibilité de l'information, elle est évidemment une des conséquences directes de l'apparition d'Internet, tout simplement. Un des grands facteurs technologiques de cette disponibilité de l'information, c'est l'augmentation géométrique aussi de la démocratisation d'Internet. On le voit par ce graphique, c'est une façon de le représenter. Ça, c'est le nombre d'internautes dans le monde en milliards. Et encore, je me suis arrêté en 2015, ça a continué de progresser. Eh bien, songez qu'au début des années 2000, c'est-à-dire au début de cette démocratisation, on avait produit sur la Terre plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on avait produit 150 exabits de données sur la Terre, ce qui est considérable. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Et pour terminer, pour ne pas vous faire crouler sous une avalanche de chiffres, eh bien, songez que dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on a produit tout simplement 90% de l'information disponible sur la Terre. Donc en fait, nous croulons sous l'information.
La question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rareté de l'information. La vraie rareté, c'est la disponibilité mentale. Et donc, une lutte est engagée par tous ceux qui diffusent de l'information pour tenter d'hameçonner notre disponibilité mentale et notre attention. C'est ça qui est en train de se produire et c'est ça qui va expliquer un certain nombre de choses, y compris pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, mais je vais surtout vous parler un tout petit peu du pire, mais je n'oublie pas qu'il y a aussi le meilleur, hein, n'est-ce pas ? Alors grosso modo, ça c'est la première caractéristique du marché. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant d'informations disponibles ? Aussi parce que nous en produisons individuellement. C'est-à-dire que nous sommes devenus aujourd'hui, par l'entremise des réseaux sociaux par exemple, hein, par le fait que nous photographions notre assiette pour dire voyez ce que je viens de manger, et que nous considérons que c'est intéressant de rendre ça public. Je n'ai pas de jugement. Je constate. Interprétez comme vous voulez ce que je viens de dire. Mais j'aime bien cette image qui montre ça, cette révolution. Vous voyez, là, c'est en 2005 et en 2013, c'est exactement le même lieu. Entre-temps, il s'est passé quelque chose d'un peu révolutionnaire. En 2013, déjà, la plupart des gens étaient dotés d'un outil, c'est votre cas aussi, j'en suis sûr aujourd'hui, qui permet d'enregistrer en temps réel un segment de réalité et de le verser éventuellement dans l'espace public ou semi-public que constituent les réseaux sociaux. Eh bien, tout ça, évidemment, explique la masse d'informations disponibles, parce que dans cette masse d'informations, il est entendu qu'il y a des cours de physique quantique, si vous voulez, sur YouTube, et aussi des vidéos de chats. Bon. Qu'est-ce qui va attirer notre attention ? En d'autres termes, qu'est-ce qui va capter ce trésor, le plus précieux des trésors de l'humanité, à savoir notre disponibilité mentale, parce que cette captation va forger une partie des voies qui vont nous conduire vers le futur et qui vont construire ce qu'on a appelé le monde d'après. Vous savez, vous vous rappelez cette phrase peut-être de Houellebecq, quand on lui a posé la question du monde d'après, tout le monde était un peu hystérique avec le monde d'après, etc. Et il a dit le monde d'après, ça sera comme le monde d'avant, mais en un peu moins bien. Bon, c'est Michel Houellebecq, hein, ce n'est pas le plus grand optimiste qu'on peut trouver sur la planète. Mais en tout cas, bon, comme il a été dit, il n'y avait pas de raison de croire qu'il y aurait des révolutions anthropologiques après la pandémie. Il y a des choses qui changent, le télétravail, etc., sans doute. Mais en l'occurrence, il y a de grandes constances. Et ce qu'on retrouve, et ce qu'on a retrouvé encore plus fort dans la pandémie, c'est ça qui est intéressant, c'est cette cacophonie informationnelle. Vous savez qu'évidemment, à la faveur du premier confinement, on a consommé encore plus d'informations sur les réseaux sociaux. 140% d'augmentation au mois d'avril en 2020 de consultation des réseaux sociaux. Donc évidemment, ce qui était vrai avant a été amplifié par cette crise sanitaire, mais qui est devenue aussi une forme de crise numérique. Alors, pour rendre compte et pour bien qu'on se comprenne de ce que c'est que cette cacophonie, j'aime bien l'expérience qui est bien connue en psychologie. Qu'est-ce que c'est l'effet cocktail party ? C'est effectivement une expérience en psychologie, notamment au début de psychologie acoustique, et qui rend assez bien cette question de cacophonie informationnelle. Vous avez tous participé, si ce n'est à un cocktail, du moins à des soirées. Et vous savez que dans une soirée, on ne peut pas parler à tout le monde en même temps. C'est ça la cacophonie. Donc en général, on a une conversation avec 2-3 personnes, comme on le voit là dans cette petite image. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'a montré la psychologie, à partir d'ailleurs de la moitié du XXe siècle, c'est que notre cerveau traite à peu près toutes les informations, pas seulement la conversation qu'il a en face à face. Simplement, il ne la traite pas consciemment. Donc il a la conversation que nous avons en face à face avec nos amis, et le reste, c'est du brouhaha. Mais ça n'empêche que le cerveau traite l'information. Et ce qui nous intéresse là, c'est que certaines informations vont être capables d'hameçonner notre attention malgré nous, à notre corps défendant. Par exemple, si dans ce brouhaha, quelqu'un prononce votre prénom, bien, vous allez tout à coup écouter, alors que vous pensiez que vous n'entendiez pas. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, comme dit la chanson. C'est ce qu'on appelle les informations égocentrées. Les informations égocentrées dont vous avez l'impression qu'elles s'adressent à vous par votre prénom, par votre profession ou par la ville où vous êtes, si on vous prononce le nom de la ville où vous êtes né, si c'est une ville, une petite ville, par moi je suis de Nancy, si on dit Nancy, je vais tout à coup je vais avoir l'impression qu'on parle de moi. Eh bien, toutes ces informations égocentrées ont le pouvoir d'hameçonner notre attention dans cette cacophonie. Mais ce n'est pas seulement les informations égocentrées. Par exemple, si quelqu'un prononce le mot sexe, ça nous intéresse aussi, le sexe. Ou n'importe quel élément du registre de la sexualité, bien entendu. Je ne vais pas vous donner des exemples. Ça a la capacité d'hameçonner notre attention. Ou par exemple,
si une insulte est prononcée, un mot qui relève de la conflictualité ou qui implique la peur, eh bien là aussi, ce sont autant d'informations, la négative, vous commencez à voir où je veux en venir, qui sont capables d'attirer notre attention. Alors par exemple, j'ai parlé de la sexualité. Eh bien, dans cette cacophonie informationnelle, les premières vidéos qui sont regardées dans le monde et dans tous les pays, et d'assez loin, ce sont les vidéos pornographiques. Là aussi, je n'ai pas de jugement sur ce point. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai aussi des pays, par exemple, qui sont très religieux, où il y a des religions d'État, où il y a une interdiction officielle de regarder ce genre de vidéos. Eh bien, malgré tout, ce sont les vidéos qui arrivent en premier. Ce qui prouve que les traces que nous laissons dans ce monde numérique, elles révèlent publiquement des vérités que nous cachons en privé. Parce qu'évidemment, si je vous demande si vous regardez de temps en temps des vidéos privées, personne ici. Là, je sais que c'est le cas là, dans cette salle. Voilà. Je sais que là, c'est vrai, mais en général, il faut reconnaître que ce sont des données assez massives qui dévoilent en réalité, qui créent ce que j'ai appelé, du titre d'un livre, l'apocalypse cognitive. Ce n'est pas la fin des temps. Hein. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ce qui est en train de se passer, c'est que le monde numérique révèle et nous enferme, comme il a bien été dit, dans des obsessions, dans les obsessions de l'espèce. Et oui, la sexualité, ça nous intéresse parce que nous sommes des mammifères. Le danger, ça nous intéresse aussi parce que c'est une variable sélective pour l'espèce. Et donc, il y a, et les informations égocentrées, etc. Donc, il y a toute une série d'informations qui, dans cette cacophonie, va hameçonner notre attention. Et en raison de cela, l'offre d'informations va peu à peu s'indexer sur la demande. Car comme la pression de concurrence sur ce marché est plus forte que jamais dans toute l'histoire de l'humanité, et de très loin, eh bien ceux qui font profession d'offrir de l'information ne pourront survivre qu'en hameçonnant notre attention, ce qui va resculpter l'espace public du débat et ce qui va avoir évidemment une rétroaction sur les opinions publiques et donc sur les politiques menées sur un certain nombre de décisions politiques. Par exemple, je disais la colère, la conflictualité. Vous voyez, ça c'est profondément inséré dans notre cerveau. Ça, c'est des tests qu'ont fait des psychologues. Si je vous montre un certain nombre de visages exprimant des émotions différentes, le premier que nous allons voir statistiquement, ce n'est pas mécanique, mais statistiquement, c'est le visage en colère. Parce que le visage en colère représente une information que notre cerveau nous commande de croire supérieure aux autres. Elle est plus importante. Parce qu'un visage en colère peut représenter un danger. Le premier prédateur de l'être humain, de loin, c'est... Alors, vous savez, ce n'est pas les requins, etc. Les éléphants tuent plus de monde que les requins, par exemple. C'est un peu étonnant. Alors, dans la chaîne des animaux et des insectes, c'est bien sûr le moustique. Mais au-dessus du moustique, c'est l'humain, hein, tout simplement. Nous sommes le premier prédateur pour nous-mêmes, ce qui veut dire que, en réalité, notre espèce a raison de trouver important un visage en colère plutôt qu'un visage qui sourit. Ça peut sembler paradoxal et c'est pas très optimiste évidemment, mais c'est comme ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Et donc c'est intéressant parce que ça c'est une disposition de notre cerveau, mais qui est amplifiée par le fonctionnement des algorithmes. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que, par exemple, les grands opérateurs du net, que ce soit Facebook ou Twitter ou le Weibo chinois, ils ont un intérêt, c'est de capter un maximum de ce temps de cerveau disponible. Donc de vous maintenir captif. Et Netflix, c'est la même chose. Quand vous avez regardé un épisode, le deuxième s'enchaîne tout de suite. Hein, vous voyez, ça va très vite. Hein. Tout ça est bien sûr pensé, c'est volontaire. C'est pour, encore une fois, cambrioler ce temps de cerveau disponible, non pas pour nous faire du mal, mais simplement parce que ça fait partie de leur business model, parce que ce temps de cerveau disponible va être converti en capital économique pour eux. Hein, par exemple en plage de publicité, etc. C'est ainsi que fonctionne aussi le commerce. Et donc, Frances Haugen, une des donneuses d'alerte, vous avez peut-être entendu son nom parce qu'elle a fait vraiment le tour du monde et nous l'avons auditionnée d'ailleurs dans la commission que le président de la République m'avait demandé de présider sur ces questions du désordre dans les sociétés démocratiques provoquées par les flux numériques. Eh bien, nous avions auditionné Frances Haugen et Frances Haugen, qui avait travaillé à Facebook, nous a appris qu'en réalité, Facebook donnait une prime de visibilité aux posts qui étaient, c'est-à-dire aux messages qu'on mettait, qui étaient assortis de l'émoticône colère. Ils étaient 5 fois plus visibles que les posts assortis seulement de l'émoticône like. Vous voyez donc qu'il y a une éditorialisation de l'information fondée sur la colère et le biais de négativité de notre cerveau.
Et ça, ce n'est pas vrai seulement pour Facebook. Des chercheurs chinois ont montré que sur le Weibo chinois, qui est l'équivalent de Twitter là-bas, eh bien, les messages assortis de l'émoticône colère avaient plus de viralité que tous les autres. Il y a donc une prime donnée à la colère dans l'éditorialisation de l'information. Ce qui est évidemment très problématique, mais c'est encore une fois, je vous le disais, l'emboîtement du fonctionnement de notre cerveau et du fonctionnement des algorithmes qui tirent profit économique de la captation de ce temps de cerveau. Alors, on pourrait montrer ça de bien des façons. Une façon un peu amusante, c'est de regarder qu'est-ce qui nous intéresse, nous. C'est-à-dire, on utilise Internet pour faire des recherches sur des individus. À quel moment nous le faisons ? Quand est-ce que nous tapons, je ne sais pas, Johnny Hallyday, Nicolas Sarkozy ou des personnages comme ça publics, on cherche des informations à leur propos. Alors, une chose, quand ils meurent notamment, hein, c'est le pic, là ça bat à peu près tous les records. Quand une personne meurt, c'est assez logique, on s'intéresse à elle. Mais est-ce que, prenons, je ne sais pas moi, un artiste. Est-ce qu'on s'intéresse à un artiste, particulièrement quand il sort un album, par exemple, de son activité alors j'ai pris un artiste, pas n'importe lequel, c'est vrai. J'ai pris Booba, je ne sais pas si vous connaissez, Booba, c'est un rappeur. Et alors, quand est-ce qu'on a cherché son nom ? On utilise un algo là, pour savoir la fluctuation des recherches sur Google, qui est le moteur de recherche quasiment monopolistique en France. 95% des recherches sont faites par Google, donc c'est un bon outil pour évaluer la curiosité de nos concitoyens. Eh bien, ce n'était pas quand il a sorti un album de Diamant ou que sais-je, non, c'est au moment où il y a eu une bagarre dans un aéroport avec un autre rappeur, Caris. Bon, voilà comment pourquoi notre cerveau est attiré par une personne. C'est un moment de conflictualité. Alors vous allez me dire, Booba, c'est facile, c'est un rappeur, les rappeurs se clashent, donc c'est normal. Ok, prenons un autre personnage alors. Un personnage tout aussi, plus important, je dirais même, qui est notre ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui a quand même été Premier ministre au moment des attentats, etc., le moment historique. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a le plus recherché son nom ? Non, c'est quand il a reçu une gifle au moment des primaires du Parti socialiste. On a déjà oublié les primaires, mais on se souvient qu'à un moment, il s'est fait gifler. De la même façon pour Emmanuel Macron, d'ailleurs. On a mémorisé ce genre de choses. Alors, mettons la politique de côté, prenons un intellectuel. Le monde intellectuel n'est pas, je dirais, caractérisé par des combats de boxe ou des choses comme ça, à quelques exceptions près. Prenons Finkielkraut, qui a une œuvre. Eh bien, on s'aperçoit que les 2 fois où on a cherché le plus son nom, ce n'est pas au moment où il a sorti des livres, c'est au moment où il était expulsé quasiment physiquement de Nuit debout et au moment où il a subi une agression verbale dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc nous avons un appétit pour la conflictualité qui excède évidemment ce que nous savons rationnellement devoir considérer d'une information. Nous savons bien que ce n'est pas intéressant, que ça n'apporte aucune information politique, par exemple. Mais nous avons beaucoup de mal à résister à cette friandise intellectuelle que serait une vidéo, par exemple, où on vous promet que tel homme politique a été entarté ou quelque chose comme ça. Bon, si vous avez le moindre doute là-dessus, rappelez-vous qu'en pleine guerre en Ukraine, il y a un événement qui a quand même réussi à capter notre attention pendant quasiment 2 jours, voire une semaine. C'est la gifle de Will Smith donnée à Chris Rock. Je serais très étonné qu'aucun d'entre vous n'ait entendu parler de cet événement qui est pourtant totalement trivial au moment de la remise des Oscars, n'est-ce pas ? Voilà ce qui a été capable de capter notre attention à des moments où, mon Dieu, on avait quand même beaucoup d'autres choses à penser. Ben, c'est comme ça. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour le condamner, mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que nous devons être enfermés dans nos obsessions intellectuelles ? Alors, j'ai parlé évidemment de la conflictualité, mais la peur aussi. Et ça vous intéresse particulièrement en tant que commerçant. La peur, par exemple, qu'il peut y avoir sur certains aliments, qui quelquefois est fondée, quelquefois non. Et que vous vous demandez si vous devez la reporter. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans vos têtes de gondole, sur vos linéaires, etc. Quel type de communication ? Eh bien, je pense que vous intégrez cette peur dans votre communication. N'est-ce pas ? Vous aussi, vous éditorialisez le marché de l'information. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, est-ce qu'on doit mettre l'empreinte carbone, le prix avec l'empreinte carbone, etc. Quel type d'information, une information ? Donc, à quoi vous allez faire attention ? Vers quoi vous allez attirer l'attention de vos consommateurs ? Eh bien, la peur, là aussi, malheureusement, nous n'avons pas un traitement rationnel. Par exemple, des faibles probabilités de risque. Il y a une courbe sur laquelle je vais passer vite, qui s'appelle la courbe de Prelec, qui montre qu'en général, nous multiplions les probabilités faibles, par exemple de risque, avec un coefficient de 10 ou 15. Donc nous ne traitons pas de façon loyale l'information.
Il y a une asymétrie, n'est-ce pas, qui va donner une prime à la peur et aux faibles probabilités de risque. Hein, si nous étions rationnels, nous verrions les risques. Là, c'est la probabilité objective en abscisse. Et puis en ordonnée, il y a les probabilités telles qu'on se les représente. Si on était parfaitement rationnel, ce serait une droite en pointillé, une droite affine. En réalité, la vraie courbe psychologique, c'est cette droite en espèce de S, comme ça, qui montre, encore une fois, que nous avons tendance à multiplier les probabilités, les faibles probabilités par 10 ou 15. Et là aussi, le marché de l'information va entièrement s'orienter vers des risques qui peuvent être faibles, à tel point que nous mémorisons beaucoup mieux les faibles risques que les risques réels. Par exemple, on a tendance à multiplier par 10 le nombre de morts qu'on imagine qu'il y a par inondation chaque année, et à diviser par 10 le nombre de morts qu'il y a par maladie cardiovasculaire. Donc autant vous dire que le traitement du risque lui-même n'est pas tout à fait rationnel et que ça a un impact, parce que ça a un impact sur les dons, par exemple. Il y a un certain nombre de dons qui vont s'orienter vers des risques extrêmement rares, mais qui vont être médiatisés parce qu'ils sont spectaculaires, et donc ils sont capables d'attirer notre temps de cerveau disponible. Autant dire que la cartographie du risque est en train de dévisser complètement, surtout quand elle est reportée par un certain nombre de décisions politiques qui peuvent paraître, en tout cas à mes yeux, du coup totalement irrationnelles. Donc tout ça a un impact extrêmement important sur la nature des débats publics. Et évidemment, un autre élément qui nous a tous frappés, c'est dans cette cacophonie d'informations, est-ce que la bonne information a un avantage concurrentiel sur la fausse information? Est-ce que quand même cette concurrence, elle aurait un intérêt pour ce qu'on appelle l'intérêt général? Eh bien malheureusement non. Malheureusement non, et ça c'est par exemple une étude de la revue Science qui le montre en 2018, en mai 2018. Les fausses informations sont 6 fois plus virales sur Twitter que les vraies informations. Elles vont plus vite, plus en profondeur, et même d'autres chercheurs ont montré qu'on les mémorisait mieux. C'est donc tout à fait catastrophique pour chacun d'entre nous, mais y compris pour vous dans l'exercice de vos professions, parce que vous pouvez être accusé de choses qui sont parfaitement fausses, mais vous allez avoir beaucoup de mal à vous défendre. À cause de tous les biais que je viens de mentionner, il y en a de très nombreux, mais aussi à cause du fait que les fausses informations sont de nature à retenir notre attention parce qu'elles sont plus spectaculaires aussi. Elles se diffusent plus vite parce que souvent elles engendrent aussi de la conflictualité, de l'indignation morale. Hein, sachez que sur Twitter, on a pu mesurer qu'il y a une indignation collective tous les 2 jours. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors l'explication de cette situation, de la popularité des fausses informations, des informations douteuses, il faudrait toute une conférence pour vous l'expliquer. Ça fait 20 ans que je travaille sur cette question, mais je vais la résumer en tout cas en 2 variables qui sont très importantes. La première, c'est qu'on l'a dit, Internet, c'est une démocratisation de l'information. Tout le monde peut intervenir sur Internet et c'est plutôt formidable ça. Le problème, c'est que c'est une drôle de démocratie parce que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Il y a une asymétrie de motivation dans cette dérégulation du marché de l'information. Ceux qui ont une prime, ce sont ceux qui sont le plus motivés à faire valoir leur point de vue. Et généralement, ceux qui sont le plus motivés à faire valoir leur point de vue, ce sont aussi les gens les plus radicaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, hein. Ils n'ont pas toujours tort, les radicaux. La radicalité a bien des vertus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison non plus. Et c'est très documenté, puisqu'on a parlé de la pandémie, par exemple, que les anti-vaccins, ceux qui luttent contre la vaccination, représentent en réalité une portion très minoritaire des populations. Je ne parle pas de la méfiance vaccinale qui a pu contaminer justement la population générale, mais les vrais anti-vaccins militants, ils sont extrêmement peu. Par contre, ils pèsent très lourd. Par leur motivation, ils rendent leurs arguments très visibles dans l'espace public. Et cette asymétrie de visibilité, eh bien, l'a fait prendre, pour certains de nos concitoyens, pour de la représentativité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont très nombreux parce qu'ils sont très actifs. Et ça, par exemple, c'est ce que montre cette enquête. Donc là, c'est une enquête, c'est pas mon équipe qui a fait ça. C'est avant la pandémie, donc c'est intéressant, hein, en octobre 2019. Les points verts montrent simplement des pages Facebook neutres, et les points rouges sont des pages Facebook anti-vaccins, tandis que les points bleus sont des pages Facebook pro-vaccins, parce qu'il en existe aussi. C'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus d'ailleurs d'anti-vaccins que de pro-vaccins, ce qui ne correspond pas à l'avis de la population. Et par ailleurs, les anti-vaccins sont beaucoup plus prosélytes. Vous voyez qu'il y a plus de points rouges qui vont chercher des gens dans les zones vertes, si je puis dire. Donc en fait, ils ont une très bonne équipe de VRP. Hein. La crédulité, elle est dotée de très bonnes équipes de vendeurs qui vont chercher les gens, qui vont les convaincre. Et c'est comme ça que des argumentaires
qui étaient confinés dans des espaces de radicalité essaiment dans l'espace public peu à peu. Parce que la seule façon de convaincre quelqu'un, c'est quand il est encore indécis. Quand il est pro-vaccin ou anti-vaccin, vous mettez des années à convaincre quelqu'un. Les gens sont imperméables à l'information. Et donc, ce qu'il faut gagner, c'est la bataille de la rapidité et de la motivation, d'une certaine façon. Vous savez qu'une enquête récente, là c'est vraiment il y a 2 mois, a montré l'existence de ce qu'on appelle les super users. C'est-à-dire que 1% des comptes sur les réseaux sociaux représentent 33% de l'information diffusée. La voici représenter cette asymétrie, hein, n'est-ce pas, de visibilité des points de vue. Et pour l'instant, je dirais que les gens raisonnables ont perdu la bataille de cette visibilité. C'est peut-être que provisoire, mais vous savez, on le sait depuis au moins John Stuart Mill, la tyrannie sait profiter de l'apathie des gens de bien et de raison. Le mal, pour s'imposer, n'a besoin de rien d'autre que de l'inaction des gens de bien. Et donc cette asymétrie de motivation, parce qu'en même temps on parle de liberté d'expression, on ne peut pas bâillonner ces gens, on ne va pas leur interdire d'avoir des points de vue, même si on pense qu'ils se trompent. Sinon on basculerait dans un autre système. Je veux dire, enfin, moi je n'ai pas tellement envie de vivre dans ce système-là. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi nous ne faisons rien ? Pourquoi nous les laissons faire, grosso modo ? Et alors, il n'y a pas que des équipes de vendeurs, il y a autre chose, il y a du marketing. Hein, ils ont des bons marketeurs aussi, les produits sont très bien marketés pour la fausse information. Parce que souvent, cette fausse information, elle va dans le sens de nos attentes intuitives. Et c'est pour ça qu'elle va plus vite. C'est pour ça qu'elle nous convainc. Par exemple, pendant la pandémie, on a constaté qu'il y avait une corrélation entre le développement de la pandémie et le développement des antennes 5G. Ça s'est produit en même temps. Et il y a un biais cognitif qui est très connu qui s'appelle la confusion entre corrélation et causalité. Quand 2 événements se produisent ensemble, on a l'impression que l'un a créé l'autre. Et si vous proposez ça, ça ne va pas marcher pour 100% des personnes, mais certains vont se dire « Ah ouais, tiens, je n'avais pas vu ça, c'est une drôle de coïncidence. Les 2 événements sont peut-être liés, en fait, antenne 5G. » Et puis ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à des incendies d'antennes 5G et à des agressions d'opérateurs, hein, véritablement physiques, qu'il y a eu un peu partout en Europe à la suite de cette pandémie, où des gens étaient persuadés que c'était l'antenne 5G qui avait provoqué cette pandémie ou qui pouvait activer des nanorobots, que vous inoculez le vaccin, etc. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est absolument passionnant. Mais bref, notre cerveau est un outil formidable. C'est l'outil le plus complexe de l'univers connu, le cerveau, 1 million de milliards de connexions. Vous pouvez dire aussi 1 milliard de millions, c'est la même chose. Eh bien, c'est un outil formidable, mais il nous trompe systématiquement dans certains cas, y compris quand nous raisonnons. Je vais vous en donner un petit exemple. Ce petit problème qui est un des plus connus, qui fait partie d'un test qu'on appelle le Cognitive Reflection Test. Alors, c'est une balle de baseball et une batte qui coûtent ensemble 110 €. Peut-être que vous le connaissez, parce que vraiment, il est très connu. C'est juste à titre d'illustration. Et on dit que la batte coûte 100 € de plus que la balle. D'accord ? Donc, la question est, combien coûte la balle ? Donc, à ce stade, vous devriez vous dire, il ne faut pas que je réponde 10 €. C'est intéressant, parce que ça veut dire que votre intuition vous suggère quand même que ça pourrait être 10 €, mais que compte tenu de votre, de votre métacognition, vous savez que je vais essayer de vous tromper, et donc vous rétrojugez sur votre intuition. Vous dites non, c'est pas 10 €, mais vous ne savez pas forcément combien c'est. C'est pas 10 €, vous avez raison, parce que si c'était 10 €, la batte vaudrait 110 €, parce qu'elle vaut 100 € de plus. Ça ferait 110 plus 10, c'est pas bon, ça fait 120. La bonne réponse, je l'ai entendu, oui, c'est 5. Elle est assez contre-intuitive. Quand on regarde, on ne se dit pas tout de suite c'est 5, mais c'est bien 5 €, parce que si la balle vaut 5 €, la batte vaut 105, puisqu'elle vaut 100 € de plus. 105 plus 5 égale 110. C'est un petit problème de maths de CE2, je dirais. Donc, non, là c'est dur. Non, là c'est dur. Non. Au contraire, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une question d'intelligence et de niveau d'études. Voilà. En fait, ce n'est pas un test d'intelligence. Mais par contre, certains d'entre nous, effectivement, ont tendance à plus céder à leurs intuitions fautives que d'autres. Ça, c'est pour ça qu'on fait les tests du CRT. Mais restons dans un monde où tout le monde est égaux, là, on va dire. Grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un invariant mental. C'est-à-dire que quelque chose, si vous connaissiez déjà le problème, la plupart d'entre nous, moi y compris, on pense, quand on voit ce problème, à 10 €. Et encore, on est donc dans des conditions où on se méfie de son intuition. Mais dans la vraie vie, vous ne vous méfiez pas de votre intuition. Surtout si cette intuition elle va dans le sens de votre idéologie politique, par exemple, etc. Parce que les deux se combinent. Et donc ça aboutit à ce que j'avais appelé dans un livre précédent la démocratie des crédules. C'est-à-dire que les démocraties sont de plus en plus contaminées par ces invariants mentaux qui malheureusement trouvent un relais politique.
Et pourquoi pas même un relais commercial dans un certain nombre de cas. Alors, je vais conclure maintenant sur une réflexion un peu prospective et qui va vous concerner, qui va aussi tous nous concerner. Alors, pour ces réflexions prospectives, vous savez, il y a des groupes en France qui réfléchissent à ça. Il y a les futurologues, etc. Mais savez-vous que, sans doute vous le savez, le ministère de la Défense a un groupe prospectif qui s'appelle la Red Team. Et cette Red Team, elle est constituée d'écrivains de science-fiction. Et on leur demande, essayez d'imaginer les dangers pour l'avenir. Et il n'y a pas qu'en France qu'on fait ça. On fait ça aux États-Unis. Il y a des entreprises d'ailleurs qui ont recours à des teams comme ça d'auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer l'avenir. Alors là, tout ce que je vous ai dit, c'est issu de mon livre Apocalypse cognitive. Et donc la Red Team, donc voilà, ça c'est leur logo, c'est un peu martial en effet. Et alors j'ai consulté parce que ça me passionne la façon dont ils envisagent l'avenir. Et évidemment, ils indiquent quelque chose qui va nous concerner tous. C'est notamment le développement, vous en avez forcément entendu parler, du métavers. Vous en avez entendu parler notamment parce que Facebook va avoir un rôle majeur. J'ai commencé déjà à faire des entretiens avec eux sur cette question, ça m'intéresse beaucoup, savoir comment ça va se passer. D'ailleurs, les métavers existent déjà. Il y a déjà de la réalité virtuelle avec des casques, etc. Donc c'est intéressant, mais pour l'instant, les métavers sont alvéolés. C'est-à-dire qu'il y a un métavers à Séoul, etc. Mais il n'y a pas un grand métavers. Le métavers, ça n'existe pas encore. Parce que ce n'est pas encore interopérable. Alors évidemment, ils y travaillent beaucoup, parce que ça veut dire que vous pouvez déjà acheter, et c'est déjà le cas, acheter des immeubles dans le métavers. Mais par exemple, si vous achetez une paire de baskets de marque, je ne vais pas en donner une marque, mais une paire de baskets, si vous êtes dans ce métavers-là, vous ne pourrez pas utiliser votre paire de baskets dans un autre métavers. Donc c'est pas très, commercialement, ce n'est pas encore très rentable. Mais ils travaillent évidemment à cette interopérabilité et ils vont y arriver. Les chiffres qu'on m'a donnés, sont des prospectives, sont de l'ordre de 5 à 10 ans. Je ne saurais pas dire techniquement si c'est réaliste ou pas réaliste, je vous dis ce qu'on m'a dit. Dans 5 à 10 ans, il va y avoir encore une autre évolution, c'est-à-dire un univers virtuel qui va se décoller de l'univers réel, avec la possibilité pour certains d'entre nous de préférer y vivre que dans la vie réelle. Voilà encore une possibilité pour capter, pour cambrioler, disons-le franchement, ce trésor le plus précieux de l'humanité que constitue notre disponibilité mentale. On ne sait jamais avec la technologie, peut-être que ça va faire un fiasco total, j'en sais rien, ou peut-être que ça va être une révolution majeure. En tout cas, ça va être une révolution, y compris commerciale, puisque vont se vendre toute une série de choses dans cet espace virtuel. Il y aura sans doute des supermarchés, des épiceries, etc., etc. Parce que les gens vont vivre un avatar, une deuxième personnalité, avec toute une série de problématiques qui se posent déjà. Est-ce qu'il pourrait y avoir des agressions sexuelles, par exemple, dans cet univers virtuel? Vraie question, une question qui se pose déjà. Et d'ailleurs, ils ont prévu, si vous vous approchez à moins d'un mètre d'un avatar, que vos mains disparaissent. Amputation préventive. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, 6 mois, il y a eu un grand mariage qui a été fait entièrement dans le métavers, en Inde. 2500 invités. Alors c'est pas mal, parce que ça vous permet d'inviter beaucoup plus de personnes que dans la vraie vie, parce que 2500, ça commence à faire cher. Vous invitez 2500 personnes, et là c'était formidable, parce qu'il y a aussi le père de la mariée, bien sûr. Sauf qu'il était mort il y a 3 ans. Donc, vous voyez le genre d'univers dans lequel on va possiblement basculer. Mais ce que la Red Team insiste surtout sur un point, et je m'arrêterai là, ce qu'on appelle les safe spheres. Le grand risque qui avait été déjà pointé dans les échanges précédents, c'est-à-dire l'enfermement algorithmique, le grand risque, c'est qu'on vive dans un univers virtuel où on fasse disparaître tout ce qui nous gêne. Ça ressemble au paradis, mais en fait, c'est un peu le goût de l'enfer. C'est-à-dire, si vous avez cette sensibilité politique, si vous êtes de gauche, vous pourrez faire disparaître les gens qui sont de droite, par exemple. Ou réciproquement, bien sûr. Comme on fait un peu déjà sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous apporte la contradiction, au bout d'un moment, vous le virez de vos amis, voire vous le bloquez. C'est-à-dire vous empêchez la possibilité d'interaction. Si vous êtes végétarien, par exemple, vous pourrez vivre dans un monde où on ne consomme pas de viande, etc., etc. Alors ce monde alvéolé, véritablement, pose problème. Et je terminerai tout simplement là-dessus par une question. C'est peut-être un des grands dangers qui pèsent sur nous, un de nos grands défis. Je pense qu'on y participera tous. Et comme j'ai essayé de vous le dire, y compris dans l'activité commerciale. C'est nous allons continuer à vivre dans la même société, mais peut-être
que nous ne vivrons plus dans le même monde. Voilà, je vous remercie. Merci Gérald Bronner. Restez avec moi quelques instants. Bon, c'est l'un des intérêts depuis toujours de cette journée rencontre du commerce associé, c'est que parfois on nous amène très très loin, et personnellement, moi j'adore, parce que c'est pas nécessairement le genre de questions qu'on se poserait en temps normal dans nos activités. Et bon, je ne sais pas si on rêve tous du futur, là, tel que vous venez de le décrire, hein, mais bon, là j'ai envie de rester au présent. En vous écoutant, je me suis dit quand même, Patrick Lelay, ex-patron de TF1, 2004, le temps de cerveau disponible, quel visionnaire! Parce que c'était quand même en 2004, c'est la première fois qu'on a conceptualisé quasiment grand public cette idée-là. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Non, mais le problème était déjà là, où cet état d'esprit était déjà là. Oui, parce qu'à partir du moment où vous avez une concurrence de business qui consiste à transmuer du temps de cerveau disponible en capital économique par le biais de la publicité, et quand on a un média privé, c'est particulièrement le cas. Évidemment, les médias publics en France, on a su protéger d'une certaine logique de marché un certain nombre de propositions d'information. Par exemple, France Culture, que j'adore, j'y vais souvent d'ailleurs, eh bien, ne pourrait pas survivre dans un monde seulement livré à la logique de marché. Parce qu'il ne peut pas capter les taux tout simplement, les taux d'audience sont trop faibles, et pourtant c'est un bien précieux. Je considère que l'information est en partie un élément de bien commun. Et donc en France, en tout cas, on a décidé de protéger une partie de ce bien commun, pas entièrement. C'est important aussi qu'il y ait de la concurrence, parce que sinon, ça devient que des médias d'État, et c'est pas bon non plus. Et Lelay avait parfaitement raison. Il a fait scandale quand il a dit mon boulot, c'est de vendre du temps de cerveau à Coca-Cola, grosso modo. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Mais en réalité, il décrivait avec un peu de cynisme une réalité, en effet, qui mérite d'être dévoilée pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Avant réseaux sociaux, donc c'est pas tant ça le déclencheur, c'est l'accélérateur. Non, la caractéristique des réseaux sociaux, vous avez parfaitement raison, c'est qu'elle augmente la pression concurrentielle sur le marché de l'information, et donc elle pousse jusqu'à la caricature cette logique commerciale. Voilà, c'est la seule différence. Les réseaux sociaux n'inventent pas grand-chose. Les réseaux sociaux ne font que dévoiler un certain nombre d'invariants qui deviennent, à la faveur de la technologie d'aujourd'hui, des obsessions. C'est ça le problème. C'est que moi, je n'ai pas un discours de curé ou je sais pas quoi, par exemple sur la sexualité. Je trouve formidable de vivre dans un monde où on peut consommer de la pornographie. Je serais malheureux de vivre dans un monde où on interdirait cette consommation. Mais on voit bien que cette consommation, d'abord, elle est très importante. Et on pense à nos enfants, aux jeunes qui consultent ça et qui prennent cet échantillon de sexualité pour de la réalité. On voit bien aussi que les thèmes qui sont proposés sur ces sites pornographiques peuvent être, par exemple, racistes, etc. Enfin, il y a toute une série de choses qui posent problème. Et le volume, en termes d'années, de centaines d'années de consultation de ces sites, pose éventuellement à terme aussi problème. Donc c'est juste une question de mesure. Ce n'est pas une question de condamnation morale. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver un chemin, et ça c'est une question très politique, entre ceux qui veulent nous enfermer dans nos obsessions et ceux qui nient que ces obsessions existent en disant c'est pas vrai. Et c'est ce chemin qu'il faut raisonnablement inventer. Derrière ce chemin, il y a ce mot qui s'appelle régulation. Est-ce qu'il y a une voie pour une forme de régulation face à la fois à ce que nous sommes en tant que consommateurs, c'est-à-dire très en appétence, on a bien entendu, de ces contenus-là, et puis malgré tout le fait qu'il y a une puissance de ces réseaux-là qui fait que, vous l'avez dit, 90% de l'info dont nous avons la disponibilité aujourd'hui a moins de 2 ans. Donc le rouleau compresseur, il est là. Est-ce qu'il y a un chemin ? Je le crois, oui. D'abord, je dois dire que de sensibilité personnelle, je suis plutôt libéral, donc je ne suis pas du tout opposé à la logique de marché, mais je pense aussi, comme toute la tradition libérale le rappelle, il suffit de lire même Adam Smith, etc., les libéraux ont toujours pensé la régulation des marchés pour préserver le bien commun. C'est une idée folle de croire que le marché fait toujours bien les choses. C'est aussi folle de croire qu'il les fait toujours mal, par ailleurs. Donc, en fait, il s'agit de penser cette régulation. Oui, elle est possible. Je rappelle que j'ai présidé donc une commission, je l'ai évoqué. C'est pour ça que je vous posais la question, voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait semer comme petit caillou sur ce chemin pour montrer que c'est possible. Cette commission propose 30 cailloux. Il y a 30 recommandations dans la commission. Vous pouvez librement la télécharger. Pour une fois que quelque chose est gratuit, profitez-en. Vous tapez mon nom à la limite et vous mettez commission et vous trouverez tout de suite sur le site de l'Élysée notamment ou de Vie Publique le PDF. Donc il y a 30 recommandations. Je pense simplement, je ne vais pas les détailler parce que là on n'aurait pas le temps, mais la philosophie de ces recommandations, c'est d'une part de faire des recommandations qui n'altèrent pas la liberté d'expression, parce qu'attention, quand on parle de régulation, il s'agit de réguler l'expression de nos concitoyens. Donc il ne s'agit pas de censurer certaines personnes, comme je l'ai dit, mais de s'interroger sur la visibilité
du discours. Par exemple, une enquête de 2019, une étude de 2019 a montré que si vous faites des recherches par YouTube, on a assez parlé de Facebook, tapons sur quelqu'un d'autre, YouTube, Google, YouTube, c'est la même entreprise en fait. Si vous cherchez des vidéos sur le climat, vous tapez climat, climato-scepticisme, etc., enfin toutes sortes un ballot de termes, vous allez tomber sur plus de 50% de vidéos climato-sceptiques. C'est que l'urne est mal composée. Puisque 95% des productions scientifiques montrent qu'il existe un réchauffement climatique. Plus de 95%. Donc comment on aligne les deux, c'est-à-dire l'urne mal remplie et la réalité scientifique? Eh bien justement, c'est-à-dire qu'on met à la table des négociations déjà les GAFAM, donc c'est une question éminemment politique, mais vous savez que le DSA, le Digital Services Act, a beaucoup avancé là en Europe. C'est pour ça qu'on a besoin d'Europe, entre parenthèses. Parce que la France, toute seule, n'a pas la masse critique pour négocier avec ce genre de mastodonte. Facebook, etc. Ils nous recevront à peine. Bon. Donc il faut être réaliste, il faut atteindre une forme de masse critique. Et l'Europe a réussi, et l'Europe est assez d'ailleurs novatrice dans ce domaine. Elle a réussi déjà par le RGPD à plier le bras d'un certain nombre, on peut discuter mais de l'efficacité, mais je sais que l'Europe est admirée pour le RGPD. J'ai pu le voir dans les auditions que nous avons menées. Et avec le Digital Services Act, on a fait encore un cap, mais on en est encore très très loin de la condition qu'il faudrait. Il y a plein d'autres recommandations. Une des recommandations qu'on fait, pour garder un peu le contrôle de son destin, parce que ça dépend de négociations, je l'ai dit, c'est par exemple le développement au sein de l'éducation nationale massif de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à faire sa déclaration d'indépendance mentale et de penser sa propre pensée, de résister à ces fausses intuitions, etc. Tout ça, ça s'apprend, c'est la bonne nouvelle. La science a fait beaucoup de progrès de ce point de vue. Et au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale auquel j'appartiens, sous la présidence de Stanislas Dehaene, qui est un des meilleurs spécialistes français du cerveau, même mondiaux, nous essayons de faire avancer ce thème. Mais évidemment, nous regardons aussi ce qui va se passer dans la nomination des ministres, parce qu'on est ballotté par le sac et le ressac des décisions politiques. En tous les cas, vous avez posé une question qui est frappante pour le journaliste que je suis, c'est est-ce que la bonne information a plus de valeur que la mauvaise ? Et au sens dans sa capacité à entraîner, à prendre de l'audience, et la réponse, elle est malheureusement non. Alors voilà, on voit les médias d'ailleurs par moments un peu dans des déviances sur la façon de faire venir à eux. Les médias essayent de faire des efforts, il faut reconnaître, ils font du fact-checking, etc. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours, à cause de la pression concurrentielle, le temps de vérification de l'information diminue. Et d'un mot, je dirais que c'est ça, ce qui, à l'époque des Lumières, justement, on imaginait que si les gens étaient éduqués, et qu'ils avaient accès à l'information, eh bien la concurrence entre les idées ferait aboutir les meilleures idées. C'était un grand espoir de la rationalité. Aujourd'hui, ce que montre cette logique de marché que j'ai décrite, c'est que ce sont bien les meilleurs produits qui s'imposent, mais pas les meilleurs produits du point de vue des normes de la rationalité, les meilleurs produits du point de vue de la satisfaction intellectuelle qu'ils procurent. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'on peut se doter d'outils individuellement pour mettre au moins de temps en temps à distance ces satisfactions idéales, immédiates, que nous proposent certaines choses. C'est pour ça que je parle de friandises ce que vous avez appelé, cognitives. Voilà, les friandises intellectuelles, on va finir là-dessus. En gros, il faudrait être capable de se sevrer de ces friandises intellectuelles comme on doit se sevrer du sucre quand on est diabétique. On peut en consommer un peu, mais pas trop. C'est une question de raison. Mais c'est tellement bon. Et voilà. Exactement. On va rester là-dessus. Merci Gérald Bronner, merci.